Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche le doyen Ibrahima Fall en cette veille de la célébration de la Tabaski. Déwéniti à toutes et à tous. Il est à ma gauche, c'est un haut fonctionnaire international sénégalais, candidat à la présidentielle de 2012 au Sénégal, juriste et professeur de droit international public et de droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien doyen de l'établissement de 1975 à 81, en 2002 représentant spécial pour la région des Grands Lacs et sous-secrétaire général aux affaires politiques aux Nations Unies. Il a à ce titre joué un rôle dans le retour à la normale en Guinée-Conakry, directeur du Centre pour les droits de l'homme à Genève 1992 à 1997 et ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal de 84 à 1990. Il a déclaré sa candidature à l'instar de celle de Maître Wade. Ibrahima Fall a également participé à l'élaboration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'OIA, devenue aujourd'hui Union africaine. Ibrahima Fall, bonjour et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de m'offrir ainsi l'occasion de pouvoir m'adresser aux auditeurs de Sud. Je voudrais saisir cette occasion également pour, comme vous, souhaiter bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Vous avez déjà acheté votre mouton, j'imagine. Écoutez, est-ce qu'on commence par les confidences? Oui, pourquoi pas. Confidence pour confidence, il y a longtemps que je n'ai pas acheté de mouton de Tabaski. Pourquoi? Parce que c'est ma femme qui élève des moutons, des pigeons et d'autres animaux et qui me fait l'honneur et le plaisir de m'offrir chaque année mon mouton de Tabaski. Mais certainement, il y a beaucoup de Sénégalais qui en demandent. Vos militants, comment vous vous êtes organisés? Je crois que la Tabaski est d'abord une fête de célébration d'un acte de dévotion. Abraham, ayant reçu ordre de Dieu et n'ayant pas d'autre choix que celui de sacrifier son fils, a décidé d'obéir et était prêt à sacrifier son fils lorsque Dieu, en récompense de sa foi, lui a offert un mouton. Je crois qu'il est bon qu'on revienne à l'essentiel. C'est d'abord un acte d'adoration. Et ceci me semble d'autant plus important qu'aujourd'hui, l'aspect festif de la Tabaski prend considérablement le pas sur l'aspect religieux. Au point que un chef de famille s'efforce, avec ou sans les moyens habituels, à tout faire pour satisfaire sa famille, ses enfants, aux besoins en s'endettant pour acheter un mouton. Alors que c'est une obligation qui ne pèse que sur ceux qui en ont les moyens. Et que le mouton n'est pas le seul animal qu'on peut sacrifier. Le jour de la Tabaski. Oui. Mais le fait que votre femme vous donne un mouton, et souvent c'est l'homme qui achète le mouton, comment vous traduisez ça? Je suis sûr que toutes les femmes feraient la même chose. Simplement, peut-être que les conditions de vie, notamment à Dakar, ne permettent pas toujours d'élever des bêtes dans la maison. D'autre part, même lorsqu'elles n'offrent pas de moutons, les femmes participent grandement à la célébration de la fête de la Tabaski à travers une contribution financière qu'elles donnent à leurs époux, à travers une contribution auprès des enfants pour les habits
à travers une contribution en ce qui concerne les ingrédients à acheter pour pouvoir célébrer la fête, le mouton ne suffit pas. Et nos braves femmes, nos braves sœurs, nos braves mères, nos braves filles sont une partie intégrante de cette célébration, et je puis vous assurer qu'elles apportent leur contribution en espèces comme en nature. Pour parler justement de femmes, avec cette parité qui a été votée, adoptée à l'Assemblée nationale, vous inspire quoi comme réflexion? Écoutez, je crois que la question de la parité doit être posée sous différents angles. Il y a l'angle religieux, il y a l'angle politique, il y a l'angle social et il y a l'angle culturel. Et c'est seulement en prenant en compte ces 4 angles qui sont complémentaires, et peut-être que j'en laisse d'autres, qu'il faut se prononcer sur la parité. Alors, est-ce que votre femme fait de la politique? Parce que souvent les femmes de leaders politiques sont aussi sur le terrain. Est-ce que c'est le même, c'est votre cas? Je ne suis membre d'aucun parti politique, ma femme n'est membre d'aucun parti politique. Et finalement, elle vous appuie dans vos activités? Bien naturellement, à partir du moment où je m'engage pour une cause qu'elle considère comme juste, elle m'appuie. Et elle m'appuie de toutes ses forces. Et elle s'impliquerait-elle dans vos choix? Je ne pense pas que ce soit de sa nature. Alors, on retient de cette description de tout à l'heure que vous avez été longtemps hors du Sénégal. Aujourd'hui, vous briguez le suffrage des Sénégalais. Et le principal reproche que vous font certains observateurs, c'est votre longue absence du territoire. Considérez-vous que c'est un handicap? Et comment comptez-vous le surmonter, si c'est le cas? Je vous remercie. Je considère d'abord que une absence, pour longue qu'elle soit, du territoire national ne saurait être analysée en handicap. Il y a des hommes politiques qui, même s'ils disposent de formation politique à l'intérieur du pays, ou s'ils disposaient, étaient notoirement absents de ce pays. Je crois que ce qui est important, en définitive, c'est la capacité de la personne à s'imprégner des problèmes de la nation, 2, la légitimité qu'il peut exhiber pour prétendre à l'exercice de la fonction présidentielle, 3, le soutien dont il dispose à cet effet, et 3, et quatrièmement et surtout, les motivations. C'est le dernier argument, mais c'est le plus important. Les motivations qu'il avance à l'appui de sa candidature. Est-ce que vous avez l'impression que ce reproche-là est réel, le fait de vous absenter longtemps et de venir briguer le suffrage des Sénégalais? Je dois dire qu'il appartient aux Sénégalais de répondre à cette question le 26 février, mais au stade actuel, mon sentiment est que plutôt ma candidature suscite un engouement, et je sais que je n'utilise pas les termes en contresens, un engouement réel auprès de la population, et cela me confirme dans la justesse de mon choix et m'encourage dans la poursuite de mon projet. Alors, en ce moment d'ailleurs, vous êtes en train de mener des tournées à l'intérieur du pays au contact des Sénégalais. Qu'avez-vous constaté réellement? Le constat, je crois que tout le monde
partagent la même opinion à son endroit. Tout est en déliquescence. Au risque de surprendre, je dirais que tout est en déliquescence. Vous prenez l'agriculture et les difficultés sempiternelles avec lesquelles les paysans sont confrontés, soit parce que il n'y a pas de semences, soit parce que les semences que l'on distribue ne sont pas de bonne qualité, parce qu'on a sacrifié les semences sélectionnées, soit parce que il n'y a pas d'accompagnement en ce qui concerne les engrais. Vous vous souvenez que il y a quelques semaines encore, il y avait un problème d'engrais et d'urée, et que c'est au dernier moment, alors même qu'il était trop tard parce que la germination était presque terminée, que l'engrais a été distribué. Soit parce que, une fois que la saison des pluies s'est achevée, et si les résultats sont bons, les paysans sont confrontés à un problème d'écoulement de leur production. La campagne s'ouvre très tardivement, obligeant les paysans à brader leurs récoltes dans des louments. Quand elle s'ouvre, elle manque de financement, au point que ce sont des bons que l'on délivre aux paysans à la place de l'argent frais. Lorsque les prix sont fixés par le gouvernement, ces prix sont très bas, mais d'un autre côté, les intermédiaires qui sont entre les pouvoirs publics et les paysans, souvent achètent l'arachide à un prix inférieur à celui qui est officiellement fixé. Et on peut continuer. L'argent n'est pas payé jusqu'en juin 2010. Beaucoup de paysans n'avaient pas encore encaissé l'argent de la vente de leur récolte plusieurs mois auparavant. Et de ce point de vue, que proposeriez-vous aux Sénégalais, aux paysans, par rapport à ces manquements, pour les rectifier, pour les corriger? Je suis en train de préparer mon programme de gouvernement. L'agriculture y occupe une place très importante, évidemment. Et en ce qui concerne les propositions, puisque mon programme va être assorti de 111 propositions, parmi ces propositions, il y en a naturellement qui vont porter sur l'agriculture. Je vais vous en citer 3. La première, c'est d'assainir d'abord le système. La deuxième, c'est de veiller par une programmation anticipée à ce que les semences, les engrais, les outils agricoles soient mis à la disposition des agriculteurs à temps. La troisième, c'est que les prix aux producteurs soient fixés de manière à créer un véritable encouragement, une véritable incitation aux paysans qui pratiquent l'arachide. Et que, par ailleurs, des moyens soient donnés pour que non seulement ces prix soient incitatifs, mais qu'ils soient payés comptant, et que les moyens soient donnés également sur le plan artisanal pour que le reste de la production qui ne peut pas être utilisé par les huileries soit transformé dans des conditions artisanales qui garantissent
la qualité de cette huile. Alors, on reviendra en profondeur certainement dans d'autres occasions pour approfondir ces réflexions, mais à côté de l'agriculture, il y a également l'éducation, l'enseignement. Vous avez effectué une tournée dans certains établissements scolaires. De ce point de vue également, vous avez eu écho des difficultés auxquelles sont confrontés ces directeurs d'école et ces parents d'élèves. Alors, Ibrahima Fall, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté et qu'est-ce que vous proposerez pour véritablement un enseignement de qualité au Sénégal? Ce que j'ai constaté n'a rien d'extraordinaire. Ici également, c'est la déliquescence. 1. Le niveau de l'enseignement est très bas. 2. Les effectifs sont pléthoriques. 3. Les structures d'accueil sont nettement insuffisantes, ce qui conduit à des congestions dans des classes avec des effectifs inadministrables. 5e, il y a un fort taux d'échec, même au niveau élémentaire, entre le CI et le CM2. Récemment, on a même annoncé que 48% des élèves qui entrent au CI n'arrivent pas à la fin du CM2. Je pourrais continuer à donner des indications, ça c'est uniquement pour l'enseignement élémentaire. Il y a l'enseignement secondaire, il y a l'enseignement moyen, pardon, il y a ensuite l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. Tout est en déliquescence. Ici ajoute le problème des formateurs, qu'il s'agisse des enseignants, instituteurs, des professeurs. Il y a le problème de leur recrutement, le problème de leur formation, le problème de leur statut, le problème de leur salaire à verser régulièrement, le problème de payer des indemnités auxquelles le gouvernement souscrit, le problème de veiller à une carrière normale pour les enseignants. D'où ces cycles de grève des élèves, des instituteurs, des professeurs, des enseignants de l'université, des étudiants, tout simplement parce que rien n'est fait de façon rationnelle. Et quand on vous oppose l'idée selon laquelle on injecte 40% du budget alloué à l'éducation, c'est pas déjà un engagement politique assez fort pour quand même mettre en place un système éducatif performant? J'avoue que sur ce plan-là, les chiffres sont certainement, j'allais dire, impressionnants. Ma réaction se tourne autour de 3 remarques. 1, c'est des chiffres à vérifier. L'avez-vous vérifié? 2, l'avez-vous vérifié? Mon équipe s'occupe de cela. Lorsque je sortirai mon programme, tout sera clair. 1, donc, ce sont des chiffres à vérifier. 2, il y a quantité et qualité. Or, l'enseignement doit combiner à la fois la quantité pour permettre d'atteindre les objectifs du millénaire, c'est-à-dire la scolarisation universelle, mais aussi la qualité pour former des élèves, des étudiants, des cadres qui soient à la hauteur des attentes professionnelles qui les attendent. Il y a aussi, troisièmement, le problème de l'environnement social. Et je considère que aujourd'hui, les parents suent sang et eau pour la scolarisation de leurs enfants. Je considère que le gouvernement doit faire davantage d'efforts pour accompagner ces efforts de ses parents d'élèves. Toujours dans cette même lignée avec le port des voiles, de ce point de vue, ça a amené donc des problèmes dans certains établissements catholiques. Comment Ibrahima Fall analyse cette situation? Je considère que la coexistence entre les religions au Sénégal est une donnée fondamentale de notre vécu quotidien
qu'il faut savoir préserver. Et dans ce contexte-là, les menaces qui pèsent sur cette coexistence sont nombreuses et variées. Elles ne se limitent pas à la problématique du port des voiles. Ces menaces portent également sur des déclarations officielles contre telle ou telle religion, parfois à des niveaux politiques et étatiques très élevés. Ces menaces portent également sur l'inculture. Je crois qu'il est essentiel que de part et d'autre nous puissions nous cultiver, savoir exactement la religion de l'autre et essayer de voir que nous sommes tous fils d'Abraham. Je considère que, en ce qui concerne la problématique des voiles, j'ai été surpris agréablement en visitant un établissement privé catholique d'apprendre que ceux qui ont été menacés d'exclusion, ceux ou celles qui ont été menacés d'exclusion, cela n'a pas été sur la base du port du voile, mais sur la base d'un refus de vivre en commun, c'est-à-dire de faire la gymnastique sous des prétextes religieux, de refuser de serrer la main de telle ou de telle personne, de s'asseoir à la même table que quelqu'un qui est de l'autre religion, etc., etc. Si cela est vrai, je crois qu'il y a là un besoin d'explication, de clarification. J'ajoute que, en ce qui concerne le port des voiles, j'ai été également heureux d'apprendre qu'il y a eu une réunion à un niveau très élevé entre le clergé catholique et des imams sur cette problématique et que la question a évolué. Je pense que nous devons faire l'effort de part et d'autre de nous accepter dans le respect de nos convictions religieuses individuelles. Vous savez, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, dont je salue la mémoire, paix à son âme, paix à son âme, qui nous a tous marqués, était un homme respecté par les catholiques et plus généralement par les chrétiens, aussi bien que par les musulmans. Et cet homme, dans sa famille, une partie était musulmane, une partie était catholique. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles sénégalaises, où souvent c'est le mari qui est musulman et la femme qui est chrétienne. Et au niveau de l'éducation des enfants, cela pose rarement problème. Donc nous vivons au quotidien cette acceptation mutuelle. Je ne parle pas de tolérance. Je parle de ce problème d'énergie. C'est un scandale. Ah oui? Oui. Comment? Écoutez, si aujourd'hui on arrive, on n'y est pas encore, à régler les problèmes de délestage, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que pendant 11 ans, ce gouvernement n'a pas accordé la priorité qu'il faut à cette revendication des populations. C'est très grave. Cela veut dire qu'il a fallu les émeutes renouveler de l'électricité
mettant en danger la paix sociale pour que le régime se décide à lui consacrer les sources qu'il faut pour arrêter les délestages. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, la plupart des moyens financiers disponibles sont recanalisés en direction de l'énergie. Cela veut dire en fait que beaucoup d'autres secteurs connaîtront un arrêt tout au long de cette période, au moins jusqu'à l'élection présidentielle. C'est extrêmement grave. Enfin, il faut bien rappeler, et je crois que les Sénégalais se souviennent, que ce problème de l'énergie est lié également à l'improvisation, à l'informalisation, la gestion informelle dont ce secteur est l'objet. Et tout ceci, Ibrahima Fall, pose la problématique de la bonne gouvernance. On parle d'un budget qui va avoisiner 2000 milliards, ce qui doit être voté au niveau de l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue, ça ne reflète pas ce budget sur le vécu des Sénégalais. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Mais la différence se trouve dans l'établissement des priorités. Vous savez, si la priorité c'est d'ériger un monument, si la priorité est de s'acheter des avions, si la priorité est de se consacrer à des dépenses de prestige, si la priorité est de créer des institutions budgétivores qui ne servent à rien, comme le Sénat, comme le Conseil économique et social, si la priorité vous allez les faire disparaître, de créer des agences dont le coût financier est excessif et le rendement quasi nul pour la plupart, si la priorité est d'accroître les ressources dites de fonds politiques de la présidence de la République, si la priorité est de distribuer, de gaspiller l'argent du contribuable en offrant des voitures, en offrant des sommes colossales aux uns et aux autres, au lieu de consacrer l'essentiel des ressources de notre pays aux dépenses, du moins aux besoins de vie, de santé, d'éducation, etc., de la population, ceci explique cela. L'intention que j'ai, c'est bien de renverser ces priorités. En fait, en le faisant, je n'aurai aucun mérite. Tant il est vrai, les populations crient partout qu'elles ne se reconnaissent pas dans les priorités dégagées par les pouvoirs publics. Et selon vous, quelles sont ces priorités? Ces priorités, c'est d'abord des priorités de vie. Les denrées de première nécessité. Des priorités de vie avec l'accès à la santé. Il y a actuellement une menace de grève. Des médecins, oui. Des médecins. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas un seul médicament au niveau des hôpitaux. Quand les Sénégalais vont en consultation, même pour du coton, il faut une prescription médicale, il faut une ordonnance, il faut tout acheter. Et pendant ce temps, on dépense des milliards à organiser un festival mondial des arts nègres. Pendant ce temps, on consacre des milliards à d'autres dépenses de prestige. Si moi je suis élu, je m'excuse d'élever la voix parce que simplement je suis porteur de cette colère de la population. Moi, si je suis élu, ce sont ces priorités
socio-économiques de la population qui vont me guider et pas la création d'institutions budgétivores ou de dépenses de prestige. Il y a l'emploi des jeunes. Ouais. Le chômage, oui. Il y a le chômage des jeunes, qu'ils soient diplômés ou qu'ils soient non diplômés. C'est un scandale. Je n'ai pas la prétention, comme l'a fait quelqu'un il y a 11 ans, de demander à ceux qui n'ont pas de travail de lever la main et de leur promettre à tous un travail. Ce n'est ni dans mon caractère, ni dans ma philosophie. Mais je considère qu'il y a des niches importantes de ressources qui peuvent être utilisées pour faire face à l'emploi des jeunes diplômés, parce que c'est un scandale qu'au moment où il y a 2600 maîtrisards, doctorants et autres qui chôment, même plus, les écoles de formation ne recrutent pas. Au moment où il y a plus de 3000 infirmières et sages-femmes d'État formées, que les hôpitaux soient sans personnel, ou plutôt qu'on ait recruté du personnel subalterne sur une base politique et non sur une base de compétences professionnelles. Qu'il y a que, au même moment, on propose d'allonger de retarder l'âge de la retraite à 70 ans ou à 65 ans, alors que les fonctionnaires ne le demandent même pas, alors qu'il faut recruter les jeunes pour renouveler l'appareil d'État. Mais, oui. Pour les jeunes non diplômés, il y a un vaste chantier, parce que on a consacré des fonds d'emploi des jeunes. Quel usage on en a fait? C'est sur une base partisane que les allocations sont faites. Moi, je n'ai aucun parti. Si je suis élu, qu'il s'agisse des diplômés ou des non-diplômés, tout sera fait sur une base non partisane, sur une base d'égalité des chances, sur une base d'équité sociale. Je considère que il y a des travaux, de grands travaux d'intérêt public que l'on peut envisager, qui sont des travaux avec une forte possibilité d'emploi des jeunes et des moins jeunes. Et malheureusement, les priorités sont ailleurs. C'est bien des infrastructures, mais les infrastructures doivent répondre à des besoins prioritaires des populations. Je considère par exemple qu'on n'a pas épuisé la capacité de l'aéroport de Dakar. Pourquoi se lancer dans la construction d'un autre aéroport? Vous êtes contre cette initiative du gouvernement? Je suis contre dans la mesure où je considère que la priorité était ailleurs. Un aéroport qui existe, il faut l'utiliser à plein rendement. Et une fois qu'il ne peut plus être utilisé parce qu'il est saturé, à ce moment on va ailleurs. On ne décide pas de construire un aéroport simplement pour pouvoir à terme disposer du foncier de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On le voit très bien aujourd'hui, et on sait très bien que ce qui a motivé la création de l'aéroport de Diass, c'est essentiellement pour dégager l'emprise foncière de l'aéroport de Léopold Sédar Senghor pour pouvoir ensuite en faire ce que l'on sait. Mais c'est une préoccupation, le foncier. C'est un sujet vraiment problème dans ce pays. De plus en plus, les populations s'élèvent. On a vu ce qui s'est passé à Fana et dans d'autres localités. Alors, vous êtes candidat, le foncier devient un problème majeur. Qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais et comment analysez-vous ces rapports conflictuels entre
les populations et leurs dirigeants sur la question foncière? La solution est simple, au risque de paraître paradoxal. Il faut que la terre revienne à ceux qui la cultivent, aux hommes et aux femmes qui, depuis des générations, cultivent cette terre. Ont-ils les moyens de les exploiter? Il y a place à la fois pour l'agriculture familiale à renforcer, à moderniser, à étendre, d'une part, et d'autre part, pour l'agriculture industrielle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la compagnie sucrière sénégalaise, c'est une agriculture industrielle. Il y a également une agriculture industrielle pour la tomate. Il y a une agriculture industrielle pour le riz. Donc on ne va pas penser en termes d'opposition entre l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle. Il y a place pour les deux, mais dans le respect et de la loi nationale sur le domaine national, de la loi sur le domaine national et de la gestion transparente et équitable des ressources foncières dans ce pays. Aujourd'hui, comme j'ai dit ailleurs, on a l'impression que c'est une malédiction qui nous frappe, ou plutôt qui frappe nos autorités. Comment dama ne dañ leen a nattu ci suuf ak xaalis. Ah oui? Ndax dafa mel ni fu ñu gis suuf wala dërëm bala ñoo am jàmm aakimoo ko. Nous avons parlé maintenant de politique. L'heure est aux alliances. Ibrahima Fall compte-t-il faire cavalier seul ou bien vous allez dans le cadre d'une alliance et avec qui à la prochaine présidentielle de février 2012? Il n'y a pas place pour faire cavalier seul. On peut se présenter seul, en candidat indépendant comme je le suis. Mais j'ai dit, et je pratique, que je suis ouvert et que donc je suis prêt à faire des alliances. Avec qui? Avec tous les patriotes qui ont les mains propres dans ce pays. Et je le pratique puisque, outre que des partis m'ont rejoint, je suis en consultation avec 4 candidats. Lesquels? Le G4, avec 3 candidats, pardon, dans le cadre du G4. Je suis également en consultation avec d'autres candidats, et ils sont plus nombreux qu'on ne pense. Je me permets, avec votre accord, de ne pas indiquer leur nom. Et j'ai bon espoir que lorsque ceci aboutira, cela créera un déclic, un processus d'alliance qui fera date. Benno a exprimé le souhait de rencontrer les candidats indépendants. Est-ce que vous êtes preneur à une telle invitation? Je suis preneur. Je ne suis pas membre de Benno parce que, comme vous le savez, Benno est composé de partis politiques. Récemment, effectivement, Benno a fait une ouverture en direction des candidats indépendants. Dans ce contexte-là, j'ai été reçu par le collège des facilitateurs de Benno, de la même façon que je serai prêt demain à être reçu par le collège de facilitateurs de Benno Alternative 2012. Et je considère que nous partageons au moins 3 choses. Lesquelles? Ce pays et ses problèmes, ainsi que ses défis. 1. Les assises nationales. Et 3. Notre volonté commune de relever ces défis du pays. À partir de ces 3 paramètres, il doit être possible
de pouvoir créer une dynamique pour trouver la meilleure solution pour sortir de cette impasse. Parce qu'impasse, il y a. Du côté du parti, on voit bien, du parti au pouvoir, on voit bien qu'il a éclaté. Puisque un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale sont sortis. De nouvelles candidatures apparaissent qui se réclament du PDS. Du côté de Benno Siggil Sénégal, il y a également impasse, puisque pour le moment, on a du mal à trouver le candidat unique de l'unité et du rassemblement. Et Benno Alternative s'efforce de son côté à chercher une autre voie. Je pense que il y a place pour sortir de cette impasse. En tout cas, le candidat Ibrahima Fall est disposé à nouer alliance avec tous les patriotes, y compris des partis politiques, des mouvements sociaux, des mouvements citoyens. Je présente peut-être deux avantages. Lesquels? Le premier, je n'appartiens à aucun parti politique. Et demain, si je suis élu, je traiterai tous les partis politiques sur un pied d'égalité. Et au-delà des partis politiques, tous les citoyens du Sénégal sur un pied d'égalité. Le deuxième, je n'ai pas l'intention de perdurer dans ce pouvoir. Je suis venu tardivement parce que je considérais que peut-être je pouvais m'en passer. Je suis venu parce que des espoirs se sont unis autour de ma personne. J'entends, si la nation me fait confiance, redresser la situation sur la base des 4 R de Taxawu Tem, rassembler les patriotes, réhabiliter les valeurs culturelles, sociales et religieuses, restaurer l'état de droit et relancer le développement économique et social. Toujours en perspective de la présidentielle de février. Dans ces conditions-là, je me donne un mandat. Un seul? Pour un seul. Pourquoi un seul? Pour arriver à cela et tirer ma révérence. Ah oui, ça c'est une annonce, hein? Un seul mandat. Est-ce que vous êtes en train de regretter d'être venu tardivement? Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je suis arrivé au bon moment. Quand je pense à la réaction des populations, je suis tenté de dire que j'aurais dû entrer beaucoup plus tôt. Parce que tout le monde me dit, on avait espéré déjà du temps du président Diouf, en vous regardant à la télé, que vraiment vous étiez la personne qui devait lui succéder. Et puis ensuite, on avait annoncé votre candidature en 2006-2007. Vous n'êtes pas venu. Vraiment, nous sommes heureux enfin que vous soyez là. Donc, je considère que, c'est peut-être une sympathie, mais cela veut dire également que je suis arrivé à temps. Alors, président honoraire de l'Académie internationale de droit constitutionnel, le Conseil constitutionnel, tous les regards sont portés sur cette institution qui doit arbitrer, trancher le débat sur la recevabilité ou non de la candidature de Maître Wade. Quand tous les regards sont jetés sur une telle institution, quelle devrait être son attitude en perspective de la présidentielle de 2012? C'est d'exercer ses compétences. C'est l'institution qui est chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidats. Et j'espère que le Conseil constitutionnel le fera. Et le fera en tenant dûment compte de ses compétences au sens le plus large du terme. Parce que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, il nous a habitués
à toujours dire son incompétence. J'espère donc que cette fois ce ne sera pas le cas. Pour également faire une lecture aussi objective que possible des problèmes de candidature qui lui seront posés et pour trancher avec le sens aigu de s'acquitter de son devoir à un moment particulièrement historique de notre pays. Je crois qu'il le fera. J'ai bon espoir qu'il le fera, mais peut-être qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Ah oui? Parce que je considère que le président de la République, qui est pleinement conscient de ce qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, qui en est tellement conscient qu'il l'a dit et répété, sera finalement, au nom de la sagesse que l'on prête à un homme de son âge et de son expérience, au nom de la préservation de la paix sociale et politique, qui pourrait être un legs qui laisserait à notre nation, au lieu que par une conduite qui ne respecterait pas cette sagesse, il nous plonge dans une crise dont on sait comment elle commence, mais dont on ne sait pas comment elle se termine, parce que j'espère donc que le président de la République, qui a consacré non seulement 12 ans, mais 28 ans à lutter pour ce pays, dont 26 ans en qualité d'opposant et 12 ans en qualité de chef d'État, que le président de la République, qui de surcroît est à un âge particulièrement avancé, que ce président de la République aura la sagesse de ne pas maintenir sa candidature, de ne pas déclarer sa candidature au Conseil constitutionnel. Cela pourrait nous éviter d'aller devant le Conseil constitutionnel. Alors, dernière question, le Sénégal et ses voisins, des problèmes avec la Mauritanie, des problèmes avec la Guinée, c'est le dernier feuilleton. Vous êtes quand même un homme de terrain par rapport à nos voisins. Finalement, quelle est la meilleure attitude par rapport à nos voisins pour quand même renforcer cette paix et cette tranquillité qui existe déjà? Vous savez, le Sénégal a été très longtemps un pays de référence en ce qui concerne ses relations avec ses voisins. Cela dit, de temps en temps, il y a eu quelques problèmes. Je me souviens, dans les années 70, entre Senghor et Sékou Touré, mais c'était des problèmes entre deux hommes. Les nations, les populations n'ont jamais été impliquées. Il y a eu également la crise entre le Sénégal et la Mauritanie, une parenthèse vite fermée, encore que à l'époque, un certain opposant chauffait les populations. Je suis bien placé en tant que ministre des Affaires étrangères pour le rappeler, en disant que si lui était le chef de l'État, les troupes sénégalaises, l'armée sénégalaise serait déjà en train de se pavaner dans les rues de Nouakchott. Je dis que le Sénégal a été pendant longtemps un pays de référence en ce qui concerne la coexistence avec ses voisins et la coexistence avec les autres, dans le cadre des organisations communes. C'est Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, OUA, aujourd'hui Union africaine, OMVS, etc. Ce que l'on remarque, et je le dis en le déplorant, c'est que depuis presque une décennie, le Sénégal s'isole sur le plan diplomatique.
par des initiatives individuelles, souvent pas suffisamment réfléchies, et qui occasionnent soit un retrait, soit un échec, et le plus souvent en tout cas, une mésentente au sein de ces organisations. Je crois que c'est une situation sur laquelle il faudra, le moment venu, revenir, parce que, comme on le dit en wolof, doomu ndey ak doomu baay ak yaay ñoo ko sàkk, waaye dëkkandoo yàlla moo ko sàkk. dëkkandoo du mbokk, waaye mbokk la ndax yéen a bokk dëkk. kon nag war nañu seet nan la ñuy dëkkee ñoom. Et c'est sur ce mot de sagesse que prend fin cette émission qui a eu le plaisir de recevoir ce dimanche le professeur, le doyen Ibrahima Fall, leader donc du mouvement Taxawu Thème. Monsieur Fall, nous vous remercions d'avoir accepté d'être venu surtout à l'émission Objection. Merci et pour le reste, bon courage. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Et excellente suite de programme sur la 98.5 et encore une fois, bonne fête de Tabaski.